Section 3. Les pythagoriciens. À partir de 494, date de la destruction de Milet, avec l'école milésienne, disparaît momentanément toute trace de la vie physique ionienne. La vie intellectuelle s'était déjà d'ailleurs transportée dans les florissantes colonies de la Grande Grèce et de la Sicile. Plusieurs des hommes qui s'y font connaître viennent pourtant d'Ionie. Pythagore est né à Samos, Xénophane à Colophon, et ce sont eux qui donnent chacun l'impulsion dans les colonies d'Italie à un mouvement d'idées important, à la philosophie des nombres d'une part, à l'éléatisme d'autre part, qui, l'une et l'autre, vont dominer tout le développement ultérieur des idées. Le pythagorisme n'est pas seulement un mouvement intellectuel, mais un mouvement religieux, moral et politique, aboutissant à la formation d'une confrérie qui cherche à faire de la propagande et à s'emparer du pouvoir dans les cités de la Grande Grèce. De ce mouvement très complexe, il est difficile de se faire une idée exacte. D'abord, la vie de Pythagore lui-même n'est connue qu'au travers de légendes qui se sont formées dès les premières générations. De plus, l'histoire du pythagorisme est composée de deux périodes très distinctes, dont la première a duré depuis la fondation de l'école à Crotone vers 530 jusque vers la mort de Platon en 350, et la seconde, celle du néo-pythagorisme, a débuté vers le premier siècle de notre ère. Or, même en admettant que l'on puisse faire le départ entre les doctrines du premier âge et celles du second, ce qui est difficile puisqu'on doit souvent utiliser des textes datant du nouveau pythagorisme pour connaître l'ancien, les doctrines attribuées en bloc aux pythagoriciens du premier âge contiennent de si flagrantes contradictions qu'il est bien impossible de les attribuer au seul Pythagore, et que l'on doit se contenter de les classer sans pouvoir déterminer ni leur lien ni leur auteur. Pythagore fonde une association religieuse à Crotone vers 530. Il n'y a là rien de remarquable. Des associations de ce genre, comme celle des Orphiques, existaient en Grèce. La mission qu'elle se donnait était d'enseigner des méthodes de purification qu'elle tenait secrètes pour les initiés. Telle était bien aussi l'association pythagoricienne. Elle avait des secrets qu'elle interdisait de révéler aux impurs. Des traditions assez anciennes rattachent à l'enseignement de Pythagore des promesses de vie heureuse après la mort pour les initiés. Tel était aussi l'enseignement orphique. La société ouverte aux femmes et aux étrangers dépassait les limites d'une religion de la cité. Les fameuses interdictions contenues dans le catéchisme pythagoricien, ne pas manger de fèves, ne pas parler dans l'obscurité, ne pas porter sur une bague l'effigie d'un dieu, ne pas sacrifier de coq blanc, etc., sont des tabous du genre le plus vulgaire, où il ne faut chercher aucun symbolisme moral, comme on le fit plus tard, mais des signes qui doivent suffire à distinguer des autres hommes les membres de la secte. La doctrine de la transmigration des âmes à travers des corps d'hommes et d'animaux, doctrine qu'un très ancien document attribue à Pythagore, ne peut non plus passer comme le fruit d'une réflexion philosophique, croyance fréquente chez les primitifs qui ne voient en la naissance qu'une réincarnation. Elle se rattache à ces contes, si fréquents dans le folklore, qui montrent l'âme sortant du corps et allant résider dans un animal ou un objet inanimé. Elle n'a nullement à être attachée à une origine historique précise. Enfin, le précepte d'abstinence de la viande, s'il a réellement fait partie du catéchisme primitif de l'école, se rattache sans doute à la même foi en l'unité de tous les vivants, qui a donné naissance à la doctrine de la transmigration. Qu'est-ce qui distingue donc Pythagore des sectes orphiques, si incapables de progrès et si cantonnés dans leurs rituels et leurs mythes fantastiques? Hérodote raconte que le Thrace Zamolxis, ayant été l'esclave de Pythagore, à Samos, apprit de lui la manière de vivre des Ioniens, entre guillemets. Il semble bien aussi que Pythagore apporta en Grande Grèce la cosmologie milésienne. Il enseignait, comme Anaximène, que le monde était plongé au sein d'un air infini. De cet infini, il absorbe par une sorte de respiration les parties les plus proches, qui, entrées en lui, séparent et isolent les choses les unes des autres. L'air illimité, appelé aussi obscurité, nuit ou vapeur, produit ainsi dans les choses la multiplicité et le nombre. Comme les Milésiens, Pétron, un pythagoricien de la plus ancienne époque, passe pour avoir admis la pluralité des mondes, une pluralité définie, il est vrai, et des mondes rangés en ordre géométrique. Entre la physique milésienne de Pythagore et les règles pratiques de l'ordre, il nous est d'ailleurs impossible de saisir la moindre affinité. Nulle parenté visible non plus entre cette cosmologie et la doctrine célèbre attribuée à Pythagore par la tradition
toutes les choses sont des nombres. Cette doctrine elle-même se présente à nous sous trois aspects différents, dont le lien n'apparaît aucunement. En premier lieu, elle désigne une certaine relation entre les nombres et les formes géométriques. Pythagore représentait les nombres non pas par le symbolisme habituel des lettres, mais un peu de la manière dont ils sont représentés sur nos dominos, chaque nombre étant représenté par autant de points qu'il a d'unités, et ces points étant rangés selon un ordre géométrique. D'où les nombres triangulaires, c'est-à-dire représentables par des points disposés en triangle, comme 3, 6, 10, etc. Carrés représentés par des points disposés en carré, comme 4, 7, etc. Oblongs représentés par des points disposés en rectangle, comme 6, 12, etc. Aucun aspect de la doctrine, les trois accords musicaux quartet, quintet, octave, sont représentés par des rapports numériques simples, à savoir 3 demi, 4 tiers, et de plus en plus on peut définir une certaine proportion, dite proportion harmonique, qui les contient tous les trois. C'est la proportion 12, 2.8, 2.6, où la moyenne est inférieure au plus grand extrême d'un tiers de cet extrême et supérieure au plus petit également d'un tiers de lui-même. 8 égale 12 moins 12 divisé par 3 égale 6 plus 6 divisé par 3. Enfin, troisième aspect, un symbolisme tout à fait primitif d'après lequel les nombres représentent l'essence des choses. 7 l'occasion, 4 la justice, 3 le mariage, selon les plus arbitraires des analogies. En laissant de côté ce dernier aspect, d'où viendra l'arithmologie fantastique à laquelle les hommes s'amuseront pendant des siècles, on voit comment Pythagore était amené à mettre en lumière et à étudier d'une part certaines séries numériques, d'autre part certains rapports numériques privilégiés. S'il les étudia d'abord moins pour eux-mêmes que pour les choses qu'ils représentaient, attribuant par exemple une valeur singulière au nombre triangulaire 10, la fameuse tétractys, somme des 4 premiers nombres par laquelle juraient les membres de la secte, il n'en était pas moins conduit à reconnaître toutes sortes de nouvelles propriétés arithmétiques. D'autre part, la découverte du théorème dit de Pythagore l'amenait à considérer qu'il y avait entre certaines lignes, ici entre le côté d'un carré et sa diagonale, un rapport qui n'était pas numériquement exprimable. La science pythagoricienne trouvait donc dès son début ses bornes. Organisation religieuse, cosmologie ionienne, mathématiques, physique, ces trois traits doivent être complétés par un autre. C'est l'activité politique de l'ordre. Dans quelles conditions l'ordre s'empara du pouvoir à Crotone, et quelles étaient les tendances politiques des pythagoriciens? C'est ce que nous ignorons complètement. Le fait seul est certain. Ce qui est également sûr, c'est qu'un des personnages les plus nobles et les plus riches de la ville, du nom de Cylon, dirigea contre les nouveaux maîtres une révolte qui réussit. On entoura et l'on incendia la maison où étaient réunis les principaux pythagoriciens de Crotone. 2 seulement purent s'échapper, Archipos et Lysis, qui fut ensuite à Thèbes le maître d'Épaminondas. C'est sans doute à partir de cette catastrophe, qui eut lieu vers le milieu du 5e siècle, que les pythagoriciens essaimèrent dans la Grèce continentale, où nous les retrouverons.